Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'appareil judiciaire burkinabé tournera au ralenti à partir de mercredi prochain. Les magistrats ont décidé d'observer un arrêt de travail du 24 février au 1er mars 2016. Ils protestent contre l'absence de texte d'application de leur nouveau statut. Le chantier de construction des voies de desserte de l'aéroport international de Doncin n'avance pas comme prévu. L'entreprise chargée d'exécuter les travaux accuse un retard de 6 mois. Le ministre des Infrastructures était sur le terrain ce matin. Et puis, les élections présidentielles et législatives nigériennes se sont déroulées hier. Les retards à l'ouverture de certains bureaux de vote ont contraint le pays à poursuivre les opérations de vote aujourd'hui. La majorité s'est réjouie du bon déroulement du scrutin. L'opposition ne voit pas les choses de cet œil. Les hommes en toge sont en colère. Ils le manifestent leur mécontentement par une grève d'une semaine du 24 février au 1er mars prochain. L'information a été portée à la connaissance du public cet après-midi par le comité intersyndical des magistrats. Ils protestent contre les mauvaises conditions de travail du corps et surtout contre l'absence de décret d'application des textes de leur nouveau statut. Le point avec Nong Bakouda et Yolande Lompo. Assis sans leur toge dans leur milieu naturel, ces magistrats sont là non pas pour rendre un verdict, mais pour échanger avec les hommes de médias sur les préoccupations du monde judiciaire. Ces préoccupations dateraient de 2011. L'on se rappelle qu'à l'époque, les magistrats avaient unanimement marqué un arrêt de travail afin de réclamer une relecture des textes de la magistrature, mais aussi une révision de la Constitution suite au saccage de certains palais de justice. Et après maintes tractations pour faire adopter des projets de loi sans succès, le pacte pour le renouveau de la justice, signé le 28 mars 2015 lors des États généraux de la justice, leur redonnait espoir. Dans la logique de la concrétisation de cette exigence du pacte, le Conseil national de la transition a adopté 2 projets de loi portant statut de la magistrature, le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Dans la même logique, il procédait à la modification de la Constitution et affirmait d'une manière éclatante l'indépendance de la justice. Pour parachever ces réformes, divers projets de décrets d'application des lois subvisées devaient être élaborés. Certains ayant une incidence financière, mais tous absolument nécessaires et prévus pour être concomitamment adoptés pour ne pas fausser la philosophie d'ensemble, car constituant un tout indivisible. À présent, le comité intersyndical des magistrats estime que certains des projets de décret ont été sabotés par des acteurs intervenant dans le processus d'adoption. Conséquence, du 24 février au 1er mars 2016, tous les magistrats observeront un arrêt de travail pour obtenir gain de cause. Le rapport 2014 du médiateur du Faso est entre les mains du président du Faso. Le document de 95 pages a été remis ce matin au chef de l'État. L'institution dirigée par Alima Deborah Traoré a traité en 2014 560 dossiers contre 786 en 2013. Le point avec Pawandrogo Janzongo et Janine Kambiré. 560 dossiers de réclamation instruits contre 786 en 2013. C'est ce qui ressort du rapport d'activité 2014 du médiateur du Faso. Sur les 560 dossiers recensés, 330 sont clos, 200 en attente de suite de l'administration, 26 en étude et 4 en attente de complément d'information. Les contraintes budgétaires, l'absence d'activités significatives au niveau des régions et le contexte global du pays, marqué par des débats et tensions politiques exacerbés autour de la révision de l'article 37, seraient à l'origine du ralentissement des audiences foraines. Alima Deborah Traoré, tout en tirant un bilan qu'elle juge satisfaisant pour 2014, fait quelques recommandations. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons mené comme activité,
parce que, comme vous le dites, ça tourne autour des préoccupations des droits du citoyen, de la défense des droits du citoyen, de la protection des droits du citoyen. Donc nous pensons que nous sommes dans cette dynamique. On pourrait mieux faire, comme je vous l'ai dit, si on dotait les délégations de moyens suffisants pour travailler, si on nous permettait d'avoir un logiciel, par exemple, de traitement de dossiers qui puisse nous permettre de travailler en temps réel avec les délégations. Le médiateur du Faso prévoit de renforcer l'accessibilité, l'indépendance, la transparence et l'efficacité de son institution sur le terrain. Un nouveau logiciel de gestion des réclamations nommé SIGREC est en cours de finalisation et sera déployé sur l'ensemble de son réseau informatique. Le président du Faso a reçu en audience ce matin une délégation du Tocsin. L'association est allée féliciter Roch-Marc Christian Kaboré pour son élection à la tête de l'État burkinabé. Elle a exprimé sa satisfaction pour la nomination des ministres en charge des Burkinabés de l'étranger. Autre sujet abordé, la confection des cartes d'identité consulaire biométriques et le vote des Burkinabés de l'étranger. On écoute le chef de la délégation du Tocsin, Aruna Savadogo, à sa sortie d'audience. Nous sommes venus lui dire aussi que nous sommes satisfaits pour son début parce qu'il a nommé un de la diaspora comme Premier ministre. Nous avons abordé aussi plusieurs sujets, notamment la carte d'identité consulaire biométrique. Et vous savez qu'on avait remis à un opérateur étranger et que jusqu'à présent, nous ne voyons pas les aboutissements. Et alors que la CENI et l'ONU disaient qu'ils pouvaient faire cette carte d'identité, il faudrait qu'ils reprennent en même temps pour que les Burkinabés de l'étranger puissent participer en même temps à l'enrôlement, vu qu'en 2020, Inch'Allah, je crois qu'ils vont participer, c'est notre souhait, au vote et le souhait de tout le monde. Il y a ça. Nous avons aussi parlé de la durée du passeport burkinabé. Parce que vous savez que dans les autres pays, le passeport burkinabé est 10 ans et que les Burkinabés aiment beaucoup sortir. Et là, au Burkina, c'est 5 ans. Si c'est 5 ans, on vous donne un visa de 5 ans, alors que les autres ont des visas de 10 ans. Je crois que ça va arranger tous les Burkinabés, ceux qui peuvent aller se chercher ailleurs, comme on le dit, couramment. Ils pourront peut-être, ça serait vraiment une bonne chose pour nous, Burkinabés. Et nous, comme on l'a dit, c'est surtout le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Et il y a beaucoup de choses. Nous avons remis un mémorandum au président du Faso. Le groupe parlementaire CDP n'est pas satisfait de la répartition des postes à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire de l'ex-majorité se plaint également de son absence dans les parlements communautaires. Il invite le gouvernement à mettre fin à ce qu'il qualifie d'exclusion. Olopoda, Suleiman Sanou. L'exclusion doit prendre fin au Burkina Faso au nom de la réconciliation et de la paix sociale. Ces mots sont du groupe parlementaire CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. L'ex-parti au pouvoir s'insurge contre ce qu'il considère comme le non-respect des procédures d'arrestation dont sont victimes certains de ses militants. La place et le rôle de la justice méritent d'être mieux cernés afin de mettre définitivement fin à cette justice à double vitesse qui s'exerce selon la tête du client. À cela s'ajoute le non-respect des procédures judiciaires caractérisées notamment par des privations de liberté sans procès. En clair, on te punit d'abord avant de te juger. Aussi, il nous semble impératif que les citoyens qui croupissent en prison depuis plusieurs mois sans jugement soient libérés pour que la procédure reprenne son cours normal. Le CDP reste solidaire de toute initiative entrant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Tout en adhérant à la mise en place des comités de vigilance et de sécurité, le parti invite cependant le gouvernement à favoriser une collaboration de ces structures avec les forces de défense et de sécurité. Sur la question des postes à l'Assemblée nationale et dans le Parlement panafricain et celui de la CEDEAO, le groupe parlementaire CDP se dit insatisfait.
Le Parlement panafricain, la majorité est représentée par 4 et l'opposition 1. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, la majorité compte 5 membres et l'opposition 1 membre. C'est ce déséquilibre criard qui n'a pas pu être rattrapé. Un point de convergence cependant entre l'ex-parti majoritaire et le gouvernement, la dynamique de consolidation des relations entre le Burkina Faso et les pays de la sous-région. Une initiative gouvernementale positivement appréciée par le CDP. Débutés en 2014, les travaux de construction des voies de desserte de l'aéroport international de Donsin sont en retard de 6 mois. C'est le constat fait ce matin par le ministre en charge des infrastructures. Le point de la visite du chantier avec Issa Kafando et Lazare Pouillard. Constater l'état d'avancement des travaux du renforcement de la route numéro 3, longue de plus de 17 km et de la construction des bretelles Est et Ouest, reliant le nouveau aéroport international de Donsin, voilà l'objectif de la visite du ministre des Infrastructures, Éric Manekda Bougouma. Une visite qui intervient suite au mouvement populaire des riverains il y a 2 semaines quant au retard des travaux. À chaque arrêt, le ministre se veut ferme quant aux solutions proposées par l'entreprise MSF pour la fin des travaux. Ces travaux sont quasiment à l'arrêt sur un certain nombre de tronçons, notamment sur la route nationale numéro 3. Ce quasi-arrêt des travaux n'est pas du goût des riverains. Et nous avons d'ailleurs enregistré des plaintes et des mouvements d'humeur de la part de ces riverains et nous sommes venus nous assurer, après avoir donné les instructions pour que les travaux reprennent un rythme plus soutenu. Débuté le 15 juin 2014, ce chantier devrait prendre fin le 15 juin 2016, soit un délai d'exécution de 24 mois. Les travaux devraient coûter plus de 28 milliards de francs CFA. Mais hélas. Si à partir d'aujourd'hui, et on a mis comme mois témoin le mois de février et le mois de mars, on maintient les avancements qu'ils ont annoncés, on pourra terminer le chantier avec un léger retard, mais on ne pourra pas absorber le retard de 4 à 5 mois. Au regard de ce constat, un délai supplémentaire de 6 mois a été accordé à l'entreprise portugaise MSF avec une enveloppe financière de plus de 4 milliards de francs CFA. Selon certains spécialistes du domaine, ce second délai ne sera pas respecté au regard du volume des travaux qui restent. Et l'État devrait en ce moment prendre ses responsabilités. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique s'imprègne des réalités de son département dans la région des Hauts-Bassins. La visite des infrastructures et la rencontre avec le personnel ont permis à Nestor Bassière de prendre connaissance du travail déjà abattu et surtout des difficultés auxquelles font face les services et les structures de son ministère. Drissa Traoré, Siriki Milogo, Moussa Sanon. Le ministre de l'Environnement, de l'Économie verte et du changement climatique au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Il s'agit pour Batou Bassière de décliner la nouvelle vision de son département ministériel, de fixer les priorités et de recueillir les préoccupations et difficultés rencontrées par les agents dans l'accomplissement de leur mission. C'était une préoccupation fondamentale de venir prendre connaissance avec les structures déconcentrées, décliner également ma façon de voir les choses et avec mes collaborateurs pour que nous puissions ensemble se comprendre pour l'atteinte de la mission qui m'a été confiée. La préservation des forêts classées, la lutte contre le trafic du bois rose et la gestion des sachets plastiques sont les défis de ce ministère. L'ensablement des cours d'eau, l'occupation anarchique des berges et l'insuffisance des moyens logistiques sont entre autres les difficultés qui handicapent le secteur de l'environnement dans les hauts-bassins. Quand vous regardez le corps des eaux et forêts, ils ont un problème de dotation en tenue, en armes, en munitions. Je pense que l'État doit pouvoir regarder avec plus d'un œil pour permettre vraiment à ces agents d'être dans des conditions. Autre souci du ministère en charge de l'environnement, c'est le fonctionnement du centre de traitement des déchets plastiques de Bobo-Dioulasso, l'école nationale des eaux et forêts et l'insalubrité du marigot Oué.
des sites qui ont tous reçu la visite de Batio Bassière. Une journée promotionnelle des légumes traditionnels africains, c'est l'idée trouvée par l'association ASUDEC pour faire face à la concurrence des légumes importés. La foire s'est tenue à Dibougou, dans le sud-ouest. Des détails avec Adamou Sebgo et Issa Kanana. Des mets à base de gombo, d'aubergines africaines, de courrettes, d'oseille, d'amarante et de feuilles de moringa, entre autres, placés pour dégustation et leur saveur ne passe pas inaperçue. Alors, il n'y a rien de plus bio que ce qui est produit dans ton potager direct, et sans rajout de produits chimiques et autres. Et je me sens très bien, ça a un très bon goût. Ces légumes, classés dans la famille des légumes traditionnels africains, jouent un rôle important dans l'alimentation des populations au Burkina Faso. Ils contribuent énormément à améliorer la valeur nutritive des plats quotidiens. Depuis très longtemps, nous luttons donc pour améliorer l'état nutritionnel de nos populations au niveau donc de la vitamine A, du fer et du zinc, qui sont donc les principaux micronutriments dont nos populations donc en ont besoin. Pourquoi cela? Parce que les indices de retard de croissance et d'insuffisance pondérale sont essentiellement dus donc à des carences au niveau de ces trois micronutriments. Des indices de carence que tente de relever l'ONG ASUDEC à travers des initiatives. Bien que traditionnellement acceptés, les légumes africains font face à la présence d'autres catégories de légumes, mais aussi à la méconnaissance de leurs valeurs nutritionnelles. D'où la nécessité de renforcer les compétences des acteurs de la chaîne de valeur, de la maraîchère du Sud-Ouest et aussi de créer un cadre d'exposition du savoir-faire. Aujourd'hui, les résultats sont très appréciés dans la zone d'intervention de l'ONG ASUDEC, une appréciation partagée par les populations dans une soixantaine de villages à l'est du Burkina et à Bapla dans la région du Sud-Ouest. Ça fait 17 ans, vraiment, j'ai tiré des profits. Ça nous a donné beaucoup de choses, c'est-à-dire l'amélioration de notre vie, ça aide à nourrir notre famille, ça nous donne de l'argent. Des motifs de satisfaction auxquels s'ajoute l'implication et l'engagement de tous les acteurs. Et pour le secrétaire exécutif de l'ONG ASUDEC, qui a bénéficié de l'appui financier du CORAF, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il entend donc élargir ces journées promotionnelles aux populations des autres provinces de la région du Sud-Ouest. On prend tout de suite la direction de Tinakov, commune située à 135 km de Dori. Là-bas, des initiatives se développent pour faciliter la cohabitation entre les réfugiés et les populations autochtones. Le Conseil danois des réfugiés, en collaboration avec le HCR et l'UNICEF, a réuni communautés locales et réfugiés pour une rencontre d'échange. Le point avec Joseph Bambara. Les communautés sahéliennes face au défi du terrorisme, enjeux et stratégie, c'est autour de ce thème que l'association Taatit, qui signifie Vivre ensemble en Tamashek, a convié la population de la région du Sahel à une conférence régionale à Gorom Gorom. Animée par Ultargui Tayoub, spécialiste en gouvernance et intelligence territoriale, et Alkassou Maïga, enseignant à l'université Joseph Kizerbo, cette conférence vise à contribuer à la lutte contre le terrorisme et à promouvoir la cohésion sociale. Il n'est pas possible de venir à bout du terrorisme sans la participation active de la population. C'est cette dynamique-là que nous avons voulu effectivement insuffler. Mais deuxièmement également, nous voulons également sensibiliser contre toute forme de stigmatisation à l'endroit d'un quelconque groupe, qu'il soit ethnique ou religieux. Par leur présence, les autorités coutumières et administratives ont témoigné leur soutien à cette démarche. C'est en ce sens que nous voulons lancer vraiment l'appel de la mobilisation, l'appel de la collaboration, l'appel de l'attachement indéfectible aux valeurs de la République. Par cette conférence régionale sur les enjeux et stratégies face aux défis du terrorisme, l'association Taatit entend jouer sa partition dans la lutte contre ce fléau. Il a marqué l'histoire de la commune de Bobo-Dioulasso. Vinama Djibril Tiemounou a été le premier maire burkinabé élu de la commune de Bobo-Dioulasso. Il a également été élu député et nommé ministre sous le régime de Maurice Yamiogo. Portrait de l'homme avec Betty Naon et Amadou Lougué. On le connaît peu et pourtant, Vinama Djibril Tiemounou fut l'un des personnages politiques les plus influents de son époque à Bobo-Dioulasso.
Né vers 1910 à Bichako dans la commune de Sibi, Vinama Tchemounou va d'abord commencer sa vie active en qualité d'agent de la Poste. Mais très tôt, il se lance dans la politique aux côtés des personnalités comme Daniel Wezen Koulibaly et Oufet Boigny. C'est au sein du RDA qu'il mène tout son combat politique. C'est également dans ce parti qu'il va connaître les pires déboires de sa vie. Sa révocation en 1946 est liée au fait qu'il faisait partie du RDA. Et le RDA était affilié au Parti communiste, avec les pratiques du Parti communiste, qui dérangeaient l'administration coloniale française. Alors, l'administration coloniale française ne voulait pas entendre parler du RDA, ce qui fait que Binama, qui était agent des postes de télécommunications, a été révoqué de son travail. Et en 1951, il s'est repris, envoyé à Bamako, comme vous le dites. Et en 1954, il est revenu et il a été nommé adjoint, premier adjoint au maire, qui était le commandant de cercle. Novembre 1956, Vinama est élu maire de Bobo-Dioulasso et devient ainsi le tout premier Burkinabé à diriger la commune. Il sera également élu député en 1957 et réélu une seconde fois en avril 1959. Le député maire occupe également le poste de ministre d'État sous le régime du président Maurice Yameogo. Mais à Bobo-Dioulasso, l'homme reste mal connu par la jeunesse. C'est qu'il a été maire de Bobo, le premier maire, il a été député aussi. Ce que je sais sur lui, c'est qu'il a été le premier maire de Bobo. L'autre face cachée de Vinama Tchemounou, le respect de la parole donnée, l'engagement politique, la gestion rigoureuse des biens publics, autant de principes qui ont guidé la vie de cet homme. À l'époque, au moment où les Vinama, Guébril, Wezen Koulibaly, etc. étaient les premiers responsables, que leur disaient leurs parents dans l'exercice de leur fonction. Il ne faut jamais mettre ta main dans les biens publics. Alors, si vous voulez la dignité de vos parents, vous n'allez jamais voler. Peu d'entre eux se sont enrichis. Même après, la misère, il est mort avec quelle fortune. Lors de son TPR, on a entendu tous entendu ce qu'il avait. Mais c'est cela la dignité, mourir pauvre, mais avec la dignité, c'était leur leitmotiv. Et je pense que Vinama est allé dans ce sens. Voici les membres de la famille de Vinama Tchemounou à Sika-Sosira. Vinama a eu 9 femmes, dont ses 3 encore en vie. Il a eu une trentaine d'enfants. Cette dame de 82 ans est la première fille du maire Vinama. Dans cette famille, on clame également l'exemplarité d'un père ou d'un grand-père. Vinama, il n'a même pas une cour à Ouaga. À Bobo, il n'y a que la seule cour à Sika-Sosira. Là, il y a une deuxième cour à Guéradougou, mais en fait, ce n'était pas pour lui, c'était pour un de ses neveux. Donc, finalement, il s'est sorti qu'avec la seule cour que vous voyez, comment la cour est bâtie. Alors qu'il avait beaucoup de possibilités. Même les cours, ça dit qu'il gagne une parcelle, au lieu de garder pour ses enfants, il donne aux gens. Il a tout partagé, papa n'a rien laissé, en tout cas pour ses enfants. En tout cas, nous, on ne peut pas dire qu'on a hérité de beaucoup de choses, mais on a hérité vraiment de son œuvre aujourd'hui dont on parle. Le premier maire élu de la ville de Bobo-Dioulasso aura donc consacré toute sa vie à cette ville et à son parti, le RDA. Il est mort démuni le 19 septembre 1979 à Bobo-Dioulasso des suites d'une crise d'asthme et repose ici à côté de son ami de lutte, Daniel Wezen Koulibaly. Je pense que Vinama est mort pauvre. J'ai été à maintes reprises dans sa famille à Sika-Sosira. C'est vide, il n'a rien. Il n'a rien, ses enfants n'ont rien. 24 ans après sa mort, la commune reconnaît enfin l'œuvre et l'action de l'illustre disparu. Depuis 2003, une rue porte son nom. Et en 2008, le lycée municipal qui commémore cette année ses 50 ans d'existence est rebaptisé lycée Vinama Tchemounou Djibril de Bobo-Dioulasso. Les Nigériens ont voté hier pour la présidentielle et les législatives. Cette journée électorale a été marquée par des difficultés, notamment les retards à l'ouverture de certains bureaux de vote, des insuffisances qui ont contraint le pays à poursuivre les votes aujourd'hui. On fait le point avec nos envoyés spéciaux au Niger, Roger Kam et Nyarkiteda. Lendemain de vote au Niger. Les uns ont fini de voter, les autres sont toujours dans l'attente d'exercer leurs devoirs civiques. Plus de 100 bureaux de vote des régions d'Agadez, de Difa
et des Inders sont concernés. À qui la faute? Quand les bulletins manquent dans les bureaux de vote, quand le matériel est absent dans les bureaux de vote, quand le bureau de vote n'ouvre qu'à 16h ou 17h, c'est celui qui est chargé de l'organisation qui est responsable de cette situation. Pour la majorité, le vote en différé ne saurait être la faute d'une quelconque structure, même plutôt due à la réalité du pays. Il y a eu quelques problèmes logistiques, en particulier dans les zones reculées liées à la distance où le matériel électoral est arrivé en retard. Et certains bureaux ont ouvert avec beaucoup de retard et même la CENI a dû reporter le scrutin à aujourd'hui en ce qui concerne certains bureaux. La CENI ne s'est pas prononcée pour le moment, mais à travers un arrêté ordonne la poursuite des opérations de vote dans les bureaux concernés. Une initiative saluée par les chefs des missions d'observation et d'information électorale internationale à travers un communiqué conjoint dans lequel ils félicitent le peuple et les acteurs politiques nigériens qui ont permis la tenue des élections dans le calme et la sérénité. Et voilà, nous sommes en direct avec notre envoyé spécial au Niger, Nyarkité Da. Nyarkité, bonsoir. Aboubakar Sagnon, bonsoir. Alors, nous l'avons vu dans votre reportage, il y a des Nigériens qui ont voté aujourd'hui. Alors, comment s'est déroulée cette opération de vote? Oui, il faut dire que ces opérations de vote se sont déroulées très loin de nous, à près de 1300 km de Niamey, là où nous sommes. Mais selon en tout cas des sources proches de la CENI, ces opérations se sont bien déroulées et les bureaux de vote se sont refermés à 19h de Niamey et à 18h de Ouagadougou. Actuellement, il faut dire que tous les résultats sont en train de centraliser au niveau donc de la CENI qui a élu son quartier général au palais de congrès de Niamey. Et donc, pour le moment, il faut dire que c'est une quinzaine de résultats en provenance de la diaspora, ces résultats donc qui sont disponibles au niveau de la CENI. Et la presse a pu avoir 5 résultats à sa possession en provenance de la Suisse, le Koweït, l'Afrique du Sud et la Turquie. Et ces résultats, en tout cas, ces résultats mettent beaucoup d'Agout, Mahamadou Issoufou et Ama Amadou. Justement, on suppose que les opérations de dépouillement se déroulent. Est-ce que tout se passe dans les règles de l'art? Est-ce qu'il y a le calme ce soir à Niamey où vous êtes? Oui, il y a un calme parce que c'est la veillée, il faut dire que c'est la veillée d'armes au niveau des des partis politiques, parce que les gens ont pris domicile au niveau donc, des directions de campagne, au niveau donc du palais de congrès de Niamey, également les observateurs et même les représentants des partis politiques sont là. Et les résultats arrivent au compte-gouttes dès que le téléphone crépite. Peut-être que vous entendez mon enfant sur le téléphone qui crépite là. Et donc tout le monde est aux aguets. Il faut le dire aussi, le fichier électoral au niveau de Niger est encore au stade embryonnaire, excusez-moi, mais il faut le dire, c'est le constat qui est là, parce que ce n'est pas électronisé, donc conséquence, c'est manuel, ça arrive difficilement, donc les gens sont pressés, mais ce qui est sûr, la CENI promet rendre les résultats provisoires d'ici à mercredi. Merci Nyarkité Da. Nous étions donc en direct avec Nyarkité Da depuis Niamey au Niger. La suite du journal, 2 sujets principaux ont intéressé les quotidiens de ce lundi 22 février. Il s'agit de la visite du chef du gouvernement français Manuel Valls au Burkina et de l'extradition de Burkinabés arrêtés en Côte d'Ivoire, notamment des membres de l'ex-RSP. La revue de presse, c'est avec Sibidi Issa Lankwandé. La visite du Premier ministre français est largement abordée dans les parutions du jour. Le soutien de la France clame Sidoya. Le quotidien d'État mentionne que Manuel Valls se dit avoir effectué le déplacement de Ouagadougou pour adresser ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes de l'attentat du 15 janvier. Et tout comme Sidoya, l'observateur Palga écrit qu'il n'a pas manqué de s'exclamer qu'il est Ouaga en soutien aux victimes. Une visite au pas de course se note le soir, au cours de laquelle les questions sécuritaires, de développement, d'éducation et de coopération étaient au menu, en plus d'un accord portant sur près de 6 milliards de francs CFA en faveur du secteur de l'éducation. Le journal précise que pour le chef du gouvernement français, l'avenir de la France se joue ici, en Afrique, car les pays européens doivent beaucoup à ce continent.
Les flux migratoires doivent être maîtrisés et c'est en cela que le continent noir constitue la panacée pour l'avenir de l'Europe, martèle Manuel Valls, tout en précisant dans les colonnes du journal Le Pays que la résolution de la question du terrorisme doit être un préalable et la seule manière pour y arriver est de renforcer la coopération en matière de renseignement. L'autre sujet du jour vient d'Abidjan, livré par le service d'information du gouvernement et repris à l'unisson par les quotidiens. Il s'agit de l'arrestation et de l'extradition vers le Burkina de l'adjudant-chef de l'ex-RSP Moussa Nebié alias Rambo dans le cadre du putsch de septembre 2015. Le communiqué précise qu'il a été en compagnie de 2 autres ressortissants burkinabés suite au mandat d'arrêt international émis à leur encontre au lendemain du coup d'État. De l'avis du journal Le Pays, le sergent-chef Roger Koussoubé dit le Touareg aurait aussi été extradé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.